Donc bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous présenter de manière assez simple pour que ça soit à peu près compréhensible par tout le monde l'objectif du travail que nous sommes en cours de réalisation avec l'équipe du professeur Reynaud. Donc très rapidement ici sur cette diapositive, on vous présente un petit résumé en fait du développement embryonnaire chez l'homme. Donc on part en fait d'un œuf fertilisé qui a des caractéristiques qu'on appelle totipotentes. C'est-à-dire que cette cellule-là va être capable de donner tous les différents types cellulaires qui sont à la fois dans le corps, mais aussi qui vont être nécessaires au développement de l'embryon et du fœtus au sein de la mère. Quelques jours après la fécondation, nous allons passer à un stade qu'on appelle blastocyste, où là, on a une première spécification des cellules, en fait. Vous allez avoir deux types de territoires. Vous allez avoir la masse interne, qui est ici en bas à droite, qui va donner toutes les cellules qui vont composer votre corps en tant que tel. Et vous avez le trophoblaste, qui est la petite zone de cellules qui forme cette petite sphère, qui, elle, va donner tout ce qui sont les territoires extra-embryonnaires, donc tout ce qui va être en contact avec le tissu maternel. Et ensuite, le développement va suivre son cours. Vous allez avoir le fœtus, et puis, après la naissance, un adulte. Donc, au stade de blastocyste, on est capable de capter, en fait, l'état pluripotent des cellules embryonnaires, et, in vitro, de pouvoir les maintenir dans cet état pluripotent de manière indéfinie. Donc on appelle ces cellules-là, in vitro, des cellules souches embryonnaires humaines. Alors l'inconvénient de ces cellules, c'est qu'elles dérivent donc d'un embryon humain, et donc pour pouvoir les produire, on est obligé de détruire un embryon, ce qui pose d'énormes problèmes éthiques, malgré le fait que ces cellules ont un potentiel qui est énorme, puisqu'on est capable in vitro également de les différencier dans tous les types justement qui font notre corps, à la fois du sang, des neurones, de la peau, de l'intestin, du cœur. Donc ça a un potentiel énorme en médecine régénérative, mais pour des principes éthiques qui sont encadrés justement par la loi de bioéthique, nous ne pouvons pas trop les utiliser dans un but thérapeutique, ou c'est assez compliqué aussi de les utiliser dans un but de recherche. Alors en 2008, le professeur Yamanaka, on va passer à la diapositive suivante, a mis au point un procédé qui permettait de rendre n'importe quelle cellule adulte, de la reconvertir dans cet état pluripotent, donc dans cet état embryonnaire, de remonter un petit peu le temps au niveau génétique, de remettre à zéro notre génome, de telle manière qu'il soit capable, ensuite, par le même processus de différenciation qui se déroule au cours du développement embryonnaire, de redonner les différents types de tissus, la peau, le cœur, le foie, le système nerveux central. Enfin, tous les types de tissus, normalement, sont théoriquement réalisables. Donc la technique repose sur en fait, une reprogrammation génétique avec l'aide de 4 facteurs de transcription qu'on force à être exprimés dans ces cellules-là. Et une fois que le programme une fois que la reprogrammation est lancée, c'est un phénomène qu'on ne peut plus arrêter, et les cellules se maintiennent en auto-renouvellement tant qu'on les maintient dans des bonnes conditions de culture. On peut faire ça à la fois à partir d'une biopsie de peau, donc c'est assez simple, mais également à partir de votre sang. Il suffit de quelques millilitres de sang pour pouvoir être capable de refaire une cellule souche qui vous est propre à vous et spécifique à votre génome. Alors, l'intérêt de ces cellules, en fait, c'est à la fois en médecine régénérative, de pouvoir réparer le corps, de pouvoir avoir une source indéfinie de cellules qui vont exactement matcher avec vous, donc il n'y a plus de problème de donneur de greffe, en fait. Vous pourrez être votre propre donneur. Si vous êtes porteur d'une maladie génétique, on peut éventuellement aussi la corriger, puisqu'on a mis au point des techniques de ce qu'on appelle de génome editing, qui permettent de venir couper des parties spécifiques du génome qui seraient mutantes et de les remplacer par des copies normales. Mais c'est aussi également intéressant d'un point de vue beaucoup plus fondamental, c'est-à-dire d'étudier les mécanismes de développement de certaines pathologies, notamment des pathologies qui sont héréditaires, donc telles que les maladies monogéniques, donc les cas familiaux d'Alzheimer ou de Parkinson, donc ça c'est extrêmement intéressant, mais également des cas de dépendance à l'alcool aussi qui seraient familiaux. Et donc là, ça c'est ce qui nous intéresse avec le professeur Reynaud, c'est d'identifier des familles qui sont addictes pour différents types de substances, tabac, alcool, cocaïne, héroïne, et de pouvoir en tirer des cellules souches pluripotentes pour les faire différencier en neurones. Alors ici, vous avez résumé un petit peu les techniques qu'on a mis au point à l'heure actuelle pour pouvoir obtenir justement des neurones à partir de ces cellules souches pluripotentes. Donc en bas, vous avez une illustration d'une colonie de cellules souches pluripotentes. Ensuite, on la met en différenciation. On va former ce qu'on appelle un corps embryonnaire. On va passer à la diapositive suivante. Voilà, alors un corps embryonnaire, c'est une petite sphère, c'est dommage qu'on ne voit pas très bien, mais en fait qui est en 3 dimensions. Il faut imaginer comme un ballon de football. Et dans ce ballon de football, vous allez avoir les premières étapes du développement embryonnaire qui vont pouvoir se passer. Ça se passe in vitro. Vous allez avoir ce qu'on appelle les 3 feuillets embryonnaires qui vont se développer. L'ectoderme, le mésoderme, l'endoderme. L'endoderme, c'est ce qui va donner le foie, par exemple, ou l'intestin. L'ectoderme, c'est ce qui va donner la peau, mais également le système nerveux central. Et le mésoderme, c'est ce qui va donner vos muscles et votre cœur, par exemple, ou vos vaisseaux sanguins.
Donc là, cette première étape va nous permettre de spécifier, par exemple, le système nerveux central. Donc on va essayer d'orienter les cellules à faire de l'ectoderme. Une fois qu'on a obtenu l'ectoderme, on va passer à la diapositive suivante. On va pousser un petit peu plus dans la spécification. Donc là, on va dire aux cellules, on ne veut pas faire de la peau, on veut faire des neurones. Donc là, on va essayer de produire ce qu'on appelle des rosettes neurales. Donc là, sur cette illustration, vous avez ce qu'on appelle les rosettes neurales, ici, ici et ici. Et ça mime en fait la première structure qui se forme au cours du développement, qui est le tube neural. Donc ça, c'est la première spécification vraiment orientée dans le système nerveux central. Et ensuite, on va essayer de transformer ces cellules du tube neural en neurones, qui sont vraiment l'étape terminale de différenciation. Et donc ça prend encore plusieurs jours, en fait, voire même plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains cas. Et vous allez obtenir des neurones ici différenciés, alors on ne voit pas très bien non plus, avec des axones, des neurites, les dendrites, enfin ce qui fait vraiment la spécificité d'un neurone. Alors le cerveau, c'est un organe qui est extrêmement complexe. Ce n'est pas le tout d'avoir juste des neurones, parce que des neurones, vous avez des neurones qui vont servir comme motoneurones, par exemple, pour la motricité, donc qui vont contrôler vos muscles. Vous allez avoir les neurones pour la mémoire, vous allez avoir les neurones pour vos émotions, vos sentiments, pour la douleur aussi. Donc là, il faut être capable de pouvoir vraiment avoir tous les sous-types neuronaux qu'on veut. Et grâce à ces cellules souches, maintenant, de plus en plus, nous avons des protocoles qui nous permettent vraiment d'avoir des sous-types neuronaux vraiment très précis. Donc là, pour vous donner quelques exemples, on a des protocoles qui nous permettent d'avoir des neurones corticaux, des neurones glutamatergiques. Donc ça, on sait qu'on a des modèles de greffe chez l'animal. Ce sont des neurones qui sont complètement fonctionnels. Si on les regreffe dans un cortex d'animal, ils vont être capables de faire des synapses, projeter des axones exactement aux endroits où il faut qu'ils projettent. Ensuite, on est capable également de faire des neurones hypothalamiques. Donc ça a été également décrit, donc de manière assez simple. Donc ça, c'est par exemple des neurones qui sont impliqués dans l'addiction également. On est capable de faire des neurones hippocampaux aussi, donc avoir vraiment une sous-spécification hippocampale. On est capable également de faire des neurones du cervelet, donc ça c'est assez intéressant. Donc là, je ne sais pas représenter, mais on peut également avoir des neurones spécifiques de la moelle épinière, donc des motoneurones, on peut avoir. Et puis on peut avoir également des neurones dopaminergiques de l'arc tegmental ventral. Donc ça, c'est la zone vraiment qui nous intéresse au niveau des addictions. Donc il y a plusieurs noyaux. On est capable d'avoir à la fois des noyaux qui sont impliqués justement dans les phénomènes d'addiction, mais également dans la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc là, pour terminer, en fait, grâce à ces cellules, nous sommes capables de reconstituer les différentes briques qui constituent le circuit de la récompense et justement qui sont impliquées dans l'addiction. Et maintenant, ce que nous voudrions faire avec le professeur Reynaud, c'est d'assembler ces briques pour pouvoir reconstituer in vitro le réseau complet. Et à partir de ce réseau complet, de pouvoir mieux étudier les mécanismes qui sont liés à la mise en place d'une addiction. Qu'est-ce qui fait que les gens vont développer une addiction forte, une addiction faible, et de pouvoir vraiment étudier au niveau moléculaire la mécanistique et la physiopathologie de la maladie. Donc ça nous permettra d'évoluer par rapport à un niveau où on est à l'heure actuelle sur des modèles souvent animaux. Les modèles animaux ne réagissent pas forcément comme l'homme. Là, on va pouvoir s'approcher beaucoup plus de ce qui se passe chez l'homme, même si c'est très réducteur, parce qu'on ne sera que dans une boîte de Petri, ça nous permettra quand même de mieux comprendre au niveau moléculaire, parce qu'on n'y accède pas chez l'homme, on ne peut pas aller disséquer les gens. Donc il faut bien avoir un modèle un peu plus simple pour bien comprendre, et surtout pour éventuellement tester de nouvelles molécules pour pouvoir éviter en fait la mise en place de ces phénomènes addictifs. Voilà.